Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va revoir rapidement ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire tenter un bilan du Moyen-Âge dans le coin, et puis voir quelles sont les perspectives à la fin du XVe et début XVIe siècle, étant donné que le gros morceau de ce qu'on va faire cette année, c'est quand même les guerres de religion, bien sûr. Donc, je ne peux que vous conseiller, pour avoir une idée du contexte, de regarder sur la 2, Fortune de France, si vous ne l'avez pas fait déjà, et éventuellement de lire la saga de Robert Merle, hein, mais moi, ça m'a intrigué, parce que je trouve que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est essentiellement basé sur ces guerres. Et pour moi, j'ai lu toute la série, mais il y a 15 ans, oui. Je n'avais pas du tout le souvenir de ça. Ah oui. Alors que ça m'avait plu, mais pour d'autres raisons. Et franchement... Bon, pour ceux qui sont pas habitués, j'ai repris ceci qui est la dernière édition de l'histoire de Tarbes, et j'ai besoin de vous dire quand même que les chapitres concernant la période qu'on va faire cette année sont écrits par Jean-François Soulet. Ça a été, si vous voulez, ses premières amours, hein, si on peut dire, amour historique. Hein. Et il a même fait une thèse de 3e cycle, donc sur le diocèse de Tarbes, plutôt après les guerres de religion, la période suivante, quoi. Mais en fait, il revient un peu sur la période précédente aussi, donc je vous en parlerai par la suite. Et puis pour cette période-là, nous avons un témoignage de Guillaume Morand, un avocat tarbais qui écrit en 1614, donc après les événements, quelques années après, mais son père a été un acteur direct, il est mort d'ailleurs, et donc c'est un bon témoin. Vous avez une place ici, là par exemple. Ah bon. D'accord. Donc, pour le contexte, je vous recommande de regarder les derniers épisodes, parce que maintenant, c'est passé quand même, de Fortune de France. Dans le bouquin, en particulier, on en parlait tout à l'heure, là, ce qui est assez extraordinaire, c'est la vie et les études de ces étudiants à Montpellier, étudiants en médecine, pendant une période où il y a les pour et les contre la médecine moderne, c'est-à-dire l'étude du corps humain, ou bien l'étude des médecins du passé, des Galien par exemple, etc. Donc il y a ce conflit-là, et on s'aperçoit que ces étudiants qui sont extrêmement turbulents, mais il a manipulé beaucoup de documentation historique très précise, hein, et par conséquent, il est dans le vrai, je pense, hein, enfin dans ce qu'on sait à peu près de l'histoire. Et alors là, donc, je vous dis, ils ont une vie extrêmement mouvementée, ces étudiants. Ils sont poursuivis plus ou moins par l'Église, par la maréchaussée, enfin, etc. Ils volent des cadavres pour pouvoir faire les dissections, enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Donc, je vous rappelle, c'est les Fortunes de France. À mon avis, les bouquins sont mieux que le film, comme toujours. Mais enfin, le film, ça vous donne une idée quand même. Hein. Quand vous voyez, comme dans un des épisodes précédents, là, les dissensions qui existent entre les protestants et les catholiques, notamment cette église du village à côté qui est pillée par les protestants, les hosties
piétiné, le prêtre crucifié sur la porte de l'église, etc., etc. Ça vous donne un peu l'idée de ce début des guerres de religion. Hein. Ce sont des actions extrêmement spectaculaires, hein, destinées à choquer éventuellement, et c'est le cas, hein, bien sûr. Donc, voilà pour ça. L'histoire de Tarbes, je vous en ai parlé, ça c'est la dernière édition. Hein. Il y a eu, c'était la 3e édition, elle remonte maintenant à quelques années. Mais, donc, il serait nécessaire de la retirer. Enfin. Et puis vous avez la petite histoire de Tarbes de Jean-François Soulet, hein, pour quelque chose de plus rapide. Hein. Donc, on va faire un peu le bilan du Moyen-Âge, mais rapidement. Je vais vous montrer quelques photos et on va passer rapidement. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon. On va faire comme ça. Je vais revenir là-dessus après. Donc on va parler d'abord de cette période du XIe et XIIIe siècle, là, qui a vu donc l'augmentation de la population, parce qu'il n'y a pas eu de grandes épidémies. Il y a eu certes des guerres, mais elles ne nous ont pas forcément concernés. C'est la grande période donc d'expansion démographique, mais aussi des défrichements, les nouvelles techniques agricoles. Donc, vous voyez, la multiplication des seigneuries, le commerce, le développement des villes, bien entendu. Donc si je reviens sur les diapositives là rapidement, hein, je vous montre ça. Voilà. Donc un exemple de château. Alors j'ai pris le château de Lourdes parce que le château de Lourdes, c'était certainement, appartenait au comte de Bigorre, hein, mais dans ses tout débuts, au XIe siècle, peut-être même avant, hein, le château de Lourdes était certainement la forteresse principale du comte de Bigorre, hein, bien entendu. Vous avez une chaise là, hein. Voilà, oui, venez la chercher parce que ça va être long. Vous voyez assez. Normalement, Ah, merci, merci. Pardon. je pense que vous devez y voir là. Bien. Après cet aparté, donc, nous avons l'installation des seigneuries, mais dans la Bigorre, évidemment, ces seigneuries sont petites, les seigneurs sont plutôt pauvres, d'une manière générale. Hein. Les mottes castrales sont très nombreuses, si vous vous rappelez bien. Hein. Elles couvrent tout le territoire en dehors de la montagne. Donc, on en est au travail traditionnel, vous savez, à la houe, à la fois pour sarcler, mais aussi pour bêcher la terre. Hein. Donc, les progrès, ça consiste, dans d'autres régions et pas dans la nôtre, à utiliser une charrue avec un soc, un versoir, un couteau pour couper la terre et l'herbe et qui précède le soc, voyez, des roues. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans certaines terres, en Flandre, par exemple, dans le nord, dans la région parisienne, mais pas ici. Ici, on se contente la plupart du temps de l'arère. L'arère, c'est-à-dire charrue sans roue, qui fend la terre mais ne retourne pas. Enfin, vous voyez. Par contre, une nouvelle technique qui apparaît, c'est celle des moulins.
Alors là, vous avez une série de moulins qui existent encore, là, qui sont à Arcisans-Dessus et qui ont été restaurés. Vous voyez, des petits moulins. Donc, on arrive à utiliser la force hydraulique à cette époque-là. Et surtout, les grands progrès qu'on passe sous silence souvent, c'est les progrès de l'attelage. Alors, c'est un ancien officier de cavalerie qui s'est intéressé à l'histoire à sa retraite, qui un jour s'est mis à étudier les représentations. Alors, avant, donc ce qu'on invente à cette époque-là, c'est l'attelage en ligne, et plus important encore, le collier d'épaule. Vous voyez, pour les chevaux. Donc, le collier d'épaule, parce que jusque-là, on mettait les animaux en ligne, vous voyez, attachés évidemment par des cordes, des bandes de cuir, hein. Et puis la force de traction, ils avaient une bande de cuir ici sur la poitrine et à moitié sur le cou. Donc ça les empêchait évidemment d'avoir un grand rendement parce qu'ils s'étranglaient si ça tirait trop. Donc ça c'est quelque chose de très important. Pour les bovins, même chose. C'est le joug de corne qu'on invente à cette époque-là, parce que toujours pareil, on faisait avec des sortes de bandes de cuir sur la poitrine, là, mais ça ne suffisait pas, quoi. Puis ça étouffait à moitié les animaux. Donc ça, c'est vraiment capital, et ça explique l'essor du commerce en partie aussi, hein. Le commerce terrestre au moins. Hein. Bon, c'est l'époque aussi des villes nouvelles. Alors, les villes nouvelles, c'est par exemple les sauvetés. Les sauvetés, imaginez par exemple, non pas sauveterre parce qu'on n'y voit pas grand-chose, pourtant le terme qu'on emploie, c'est souvent sauveterre. Hein. Donc nous en avons un, mais il y a des traces, mais si vous voulez, elles ne sont pas parlantes. Par contre, si je vous dis Saint-Savel, par exemple, Saint-Pé, là on a donc des sauvetés, c'est-à-dire des créations de l'Église. Ville nouvelle créée par l'Église, vous voyez, à partir d'un monastère, à partir d'une église importante, des choses comme ça. Après, plus connu, ce sont les bastides, bien entendu. Et puis quelque chose, enfin une création qui est passée longtemps inaperçue, notamment ici, où on avait l'image de la Bastide ou de ce qu'on appelle aussi les castelnaux, sauf que le castelnau, il est fondé par un seigneur à proximité d'un château, le plus souvent, hein, tandis que vous avez là, comme à Ibos par exemple, l'exemple, vous voyez, de ce qu'on appelle un enclos ecclésial, c'est-à-dire un enclos cimetiérial, c'est-à-dire un cimetière fortifié autour de l'église dans un rayon bien déterminé. Vous voyez, donc on parle d'enclos ecclésial, et ici c'est particulièrement net à Ibos. Alors il faut imaginer qu'il y avait moins de tombes dans le cimetière, il était certainement un peu plus petit aussi, hein. Mais il y avait des habitations dans le cimetière, et il pouvait y avoir surtout alors des sortes d'entrepôts où on gardait ses réserves de nourriture, par exemple, parce que l'Église interdisait à quiconque l'accès à ce périmètre autour de l'Église. Donc c'était un périmètre protégé par l'Église. Vous allez me dire, mais l'Église n'avait pas forcément de soldats, mais elle avait une arme beaucoup plus importante, c'est l'excommunication. Alors là, quelqu'un d'excommunié, il est tout à fait marginalisé. Donc, vous voyez,
Donc voilà l'enclos ecclésial, et on s'est aperçu ces dernières années, si vous voulez, qu'il y avait relativement peu de bastides dans le département, pas beaucoup de castelnans non plus, mais qu'on a quand même beaucoup d'enclos ecclésiaux. Par exemple, pour citer parmi les plus proches, à côté d'Ibos, vous avez Azerex, il y en a un, vous avez Juillan, où j'ai démontré qu'il y en avait un aussi, même si ça ne se voit plus beaucoup. À Azerex, ça se voit très bien, hein, quand même encore. Par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, voilà pour ces villes nouvelles. Puisque la population a augmenté, vous voyez, il faut bien qu'elle aille quelque part, et il y a cette espèce d'attrait des villes qui se manifeste à cette époque-là, ce qui fait qu'on va avoir une désertion, ou quasi-désertion quelquefois, des hameaux les plus petits. Vous voyez, déjà à cette époque-là, parce que les gens préfèrent la ville, ils ont moins de charges, souvent, en ville, moins de charges à payer, par exemple. Hein. Et ils peuvent prospérer dans certains métiers liés notamment au commerce, au marché. Vous voyez, parce que toutes ces villes nouvelles, là, sont dotées d'un marché. Vous voyez, donc c'est une activité fondamentale. Donc si on revient là sur ceci, vous le voyez à peu près, tout part de l'augmentation de la population. Il n'y a pas eu de grandes épidémies à ce qu'on sait. Ça ne veut pas dire que la vie était facile ni rien, mais enfin, plus facile peut-être. Les nouvelles techniques agricoles permettent d'augmenter donc la production ainsi que les défrichements. Hein. Et puis surtout, à cette époque-là, contrairement aux périodes suivantes, l'Église prospère, mais surtout contribue à la paix. Donc il y a cette interdiction autour des cimetières, là, autour des cimetières des églises, autour des églises, hein, mais il y a aussi la trêve de Dieu, à certaines occasions, par exemple la fête de Pâques ou Noël, ou comme ça, pendant un certain nombre de jours, il est interdit de se battre, de faire la guerre, vous voyez, ou bien il y a ce qu'ils appellent la paix de Dieu aussi, donc c'est un peu la même chose comme ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est une période, ce sont ce qu'on appelle les beaux siècles du Moyen-Âge, disons de la fin du Xe siècle jusqu'à la fin du XIIIe siècle. On a donc cette période de prospérité là. Tout va changer avec la période suivante. La période suivante, c'est l'emblème, je vous l'ai mis là, c'est la mort. Et la mort qui, vous voyez, fauche partout, des riches, des pauvres. Si vous regardez un peu dans cet entassement de cadavres, hein, si vous voulez, vous avez des gens plus ou moins bien habillés. Ici, vous avez un évêque avec la mitre, là, par exemple. Hein. Donc, il faut regarder dans les détails, et dans les détails, on a vraiment tout le monde qui est logé à la même enseigne. Donc, cette deuxième période, hein, 14e, 15e siècle, c'est les mauvais siècles du Moyen-Âge, en quelque sorte. Hein. Ce sont les siècles où tout change. Donc, c'est d'abord la faim et la misère. Alors, si vous regardez l'image de très près, vous voyez là aussi que on utilise des vêtements plus ou moins en lambeaux.
la fenêtre est de travers, les trous dans les murs, etc. Enfin bon, tous les détails contribuent à montrer cette idée de misère, et la misère et la faim qui est concomitante, si j'ose dire. Alors pourquoi? Eh bien, si vous vous rappelez bien, c'est qu'on a à ce moment-là un changement climatique, un petit changement climatique, on appelle ça un petit âge glaciaire. C'est comme ça qu'on l'a appelé depuis, petit âge glaciaire, ce qui fait que le climat va légèrement changer, il va être plus froid, plus humide surtout. Donc les récoltes, les mauvaises récoltes, et les mauvaises récoltes surtout successives, donc se multiplient, et par conséquent ça engendre, ces mauvaises récoltes successives, ça engendre forcément la faim. Donc les famines, et les famines, elles engendrent aussi des mouvements, parce que quand on a faim et très faim, on est prêt à tout. Donc on est prêt à aller chez ce bourgeois qui doit être un riche marchand et qu'on a représenté évidemment bien dodu, comme il se doit. Et à côté, le personnage qui est à côté, il est squelettique, si vous voyez. Donc ils sont là pour manger, et ils pillent donc tout ce qu'ils trouvent et ils mangent. Ils ont d'ailleurs un drôle d'air, hein, si vous regardez ici, là. Vous voyez, par exemple, hein, ils n'ont pas l'air très heureux quand même s'ils ont de quoi manger. Donc ça engendre des mouvements sociaux, quelquefois plus importants, une sorte de révolte de la faim, hein, et puis des pillages de la faim, bien sûr. Hein. Et puis là-dessus, vous avez la peste qui arrive, et la fameuse grande peste du Moyen-Âge, la peste noire. D'ailleurs ici, plus tard, on l'appelait la peste, le pourpre ou le tar. Et le pourpre, c'est la nuance entre le violet et le noir. Peste noire parce que c'est une peste bubonique. Il y a des bubons, c'est-à-dire ces grosseurs là, ces protubérances là, alors qu'ils ont mis sur tout le corps ici ou là sur les jambes, vous voyez, notamment. Et en général, c'est à l'emplacement des ganglions, c'est là que ça commence. Donc la peste noire, là, elle fait des quantités de morts, souvent la moitié ou même les 3/4 d'une population d'un village d'une ville. On n'a rien pour lutter contre ça. Sinon, la quarantaine, et une fois que les malades sont morts, le feu. Alors ça paraît radical, mais en fait c'est ce qui se fait souvent. Et puis là-dessus, comme si ça ne suffisait pas, vous avez la guerre. Et la guerre, ça peut être les armées régulières qui, à cette époque-là, vivent sur le pays. Hein. Donc partout où elles passent, c'est le pillage, la misère, la désolation. Hein. Ça, c'est sûr. Mais en plus, vous avez des bandes de mercenaires qui vivent pour leur propre compte, qui pillent pour leur propre compte, qui rançonnent. Et nous avons un exemple bien connu, bien sûr, ce sont ce qu'on appelle les compagnons de Lourdes, hein, qui pillent, qui rançonnent, qui font donc des exactions dans la plupart des villes. Par exemple, vous avez des villes comme
petites villes comme Tournaille qui est rançonnée, vous voyez, d'autres encore. Donc souvent, quand c'est possible, hein, on préfère payer une rançon que les avoir contre soi, quoi. Alors ici, vous avez affaire à la guerre traditionnelle, hein, dont la guerre traditionnelle dans laquelle les Français excellent, c'est les grands combats de chevalerie. Chevalier contre chevalier, d'ailleurs, vous avez les fleurs de lys sur la chape bleue du cheval, donc c'est le roi en personne. Là. Mais, comme il va y avoir la guerre de 100 ans et le conflit entre la France et l'Angleterre, vous avez les Anglais qui innovent. Les archers. Et voilà. Alors vous avez les archers gallois qui sont réputés dans l'armée du Prince Noir, par exemple. Vous voyez, le Prince Noir, duc d'Aquitaine, qui représente le roi d'Angleterre et qui, par conséquent, va faire des ravages dans la chevalerie française. Donc, ce n'est plus l'idéal chevaleresque, on tue à distance, et non pas en combat singulier. Et puis, vous avez cette merveille nouvelle, c'est l'arbalète. Et l'arbalète est munie de manivelles ici, pour la tendre. Vous voyez, parce que les cordes sont extrêmement tendues, le tir est très puissant et par rapport à l'archer peut-être plus précis. Donc c'est pour ça que le pape dans un premier temps avait interdit l'usage de l'arbalète. Oui, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Et puis à la fin alors, vous avez les premières bouches à feu, les premiers canons, si je veux dire, même si on pourra appeler ça plutôt des bombardes ou des choses comme ça. Hein. Et donc, l'arme plus maniable qui est l'arquebuse. Mais attention, hein, l'arquebuse n'est pas un fusil. Hein. L'arquebuse, vous avez une mèche. Donc, il faut allumer la mèche à l'avance. D'ailleurs, quand des soldats patrouillaient dans un endroit peu sûr, ils allumaient les mèches à l'avance. Donc, ensuite, si rien ne se passait, ils éteignaient la mèche et puis changeaient les mèches. Donc, vous voyez, donc c'est une arme plus légère, évidemment, mais c'est pas une arme malléable. Et puis ensuite, elle est très pesante. Donc, voilà, il faut un trépied. Donc, souvent, c'est un trépied ou un pied comme fixé. Quelle différence y a-t-il avec le mousquet? Le mousquet, c'est plus perfectionné. Voilà. C'est postérieur? C'est postérieur. Oui, oui. C'est postérieur. Combien à peu près? Le temps à peu près? Difficile à dire, mais enfin, une cinquantaine d'années peut-être. C'est plus maniable aussi le mousquet. Voilà, c'est moins lourd. Il n'y a pas besoin d'un pied pour viser. C'est fort, oui. Oui, oui. Enfin, en principe, c'est ça. Dans Fortune de France, si vous le regardez, il y a notamment des pistolets, mais je pense qu'ils ont 50 ans d'avance. Voilà. Ils existaient quand même, ils existaient. Les armes de poing ont existé assez vite, mais quant à la précision et la maniabilité, ça c'est autre chose. Et puis du côté des armes défensives, eh bien, on s'adapte dans les châteaux, dans les maisons fortes, et vous avez là non plus ce qu'on appelle une archère ou une meurtrière, mais vous avez ça, donc là, une arbalétrière
voyez, ou arquebusière. C'est-à-dire qu'il y a l'emplacement pour mettre le canon et pour viser. Voyez. Tandis que dans l'archère, vous avez simplement un jour, enfin une fente comme ça, tout en longueur. Hein. Donc on s'adapte aussi, et vous avez donc des canonnières qui peuvent être installées dans les châteaux aussi, hein, auquel cas vous avez une bouche à feu qui part en s'évasant comme ça, de façon à laisser passer les projectiles. Donc voilà grosso modo ce qu'on a dit sur cette période, hein. Crise agricole, donc qui entraîne la dépopulation, et la dépopulation en même temps entraîne la réduction du terroir cultivé. Il y a les friches qui gagnent de l'importance, donc c'est le cercle vicieux dont on n'arrive pas à se sortir, quoi, hein. Moins de terres cultivées, moins de récoltes, et évidemment la faim, la famine, les troubles. Et puis vous avez toutes les pestes. On peut employer ça au pluriel aussi, mais à ce moment-là, ça désigne non seulement l'épidémie de peste noire, mais aussi d'autres épidémies. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais il y en a beaucoup. De toute façon, les corps sont affaiblis, et quand les corps sont affaiblis, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies et d'épidémies. Vous voyez ? À cela s'ajoute la guerre, donc, je vous l'ai dit, et nous sommes partie prenante, bien que nous soyons en bout de royaume, hein, et contre l'Espagne, et loin de Paris, et même de Bordeaux, après tout. Mais on est quand même partie prenante, parce qu'on est une région qui est disputée entre l'Angleterre et la France. C'était pas la seule origine. Pardon? C'était pas la seule origine. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais le Béarn à côté, apparemment, n'a pas connu la peste. N'a pas connu ces périodes de guerre. Pourquoi? C'est privilégié. Parce que vous avez un personnage qui a su manœuvrer. C'est Gaston Phébus. Gaston Phébus a su manœuvrer pendant longtemps entre les uns et les autres. Il a promis beaucoup de choses. Et puis finalement, il a su quand même préserver le Béarn en grande partie de ce qui nous est arrivé à nous. Oui, mais la peste, normalement, ça ne fait pas de frontières. Ah oui, la peste, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Mais bon, d'après ce qu'on sait maintenant, d'après les archives qu'on a retrouvées. Ici, on a retrouvé qu'est-ce que c'est? C'est pas un testament, peut-être un testament, je ne sais plus, d'un notaire de Luce qui indique qu'il y avait la maladie des ganglions. Vous voyez? Bon, et quand même, en Béarn, il y a davantage de documents que chez nous, et où il y a eu beaucoup d'historiens quand même, hein, qui se sont intéressés à la question, ils n'ont pas trouvé de documents mentionnant la peste. Alors a priori, on va dire qu'elle n'a pas frappé le Béarn, ou du moins pas beaucoup. Bon, et puis l'Église, contrairement à la période précédente, l'Église montre le mauvais exemple. C'est le moment où on a deux papes, l'un à Avignon et l'un à Rome. C'est le grand schisme, on appelait ça comme ça. Et même quand le concile veut mettre fin à ce schisme-là, hein, cette coupure dans l'Église entre deux papes, eh bien, il en nomme un troisième. Donc pendant quelques années, on a eu 3 papes même. Alors c'était quand même beaucoup. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'abus dans l'Église, dont on reparlera, d'hérésie,
Il y a un certain Wycliffe, il s'appelle, en Europe centrale, par exemple, qui développe une religion différente, enfin, bref. Et puis, tout ça, évidemment, ça conduit à une évolution des mentalités. Ce qui domine, c'est la peur, c'est la mort. Donc, dans les mentalités, ça change aussi beaucoup. Donc, vous voyez, c'est la période des temps difficiles au Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. S'il vous plaît, pourquoi les compagnons de Lourdes? Les compagnons de Lourdes, parce qu'ils s'étaient installés au château de Lourdes, et que contrôlant le château de Lourdes, il y en avait aussi à Mauvezel. Et contrôlant ces deux châteaux, eh bien, à partir de là, ils menaient leur raid de pillage, de rançonnage, etc. Bon, alors la suite est plus inattendue, puisque on se retrouve fin 15e, début 16e siècle, et vous voyez qu'on retrouve une ville très prospère à la fin du XVe siècle, c'est Tarbes. Ce qui a subsisté, c'est le plan moyenâgeux de Tarbes, avec ses bourgs différents. D'ailleurs, Guillaume Morand, mais je vous en reparlerai, Guillaume Morand en 1614 donc, décrit la ville de Tarbes, et c'est lui qui nous décrit tous ces bourgs. Hein. Donc, au départ, la ville de Tarbes, la ville romaine, c'était grosso modo la Cède, voyez, plus ensuite on a ajouté la Carrère Longue là, et ensuite le premier des bourgs ça a été le Bourg-Vieux ici, puis avec l'expansion du 11e, 12e, vers le 12e siècle on a créé le Bourg-Neuf, et même d'autres bourgs, Bourg-Crabé, Bourg-Navède au Marcadieu, qui est marqué Marcadam, mais c'est pareil. Et donc, en plus de ça, vous avez un grand nombre de faubourgs, c'est-à-dire des emplacements qui ne sont pas fortifiés, tandis que les bourgs sont tous fortifiés. Mais ils sont plus ou moins indépendants les uns des autres. Alors, c'est un avantage, évidemment, parce qu'ils ont plus de liberté et tout ça, mais à l'époque de guerre, ça va devenir un inconvénient. Parce que si vous êtes indépendant, vous devez vous défendre vous-même aussi. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, Tarbes, c'est une ville tout en longueur, formée d'un grand nombre de bourgs autonomes, vous voyez. Puis, il y a des faubourgs, Martiac, Mostert, avec le couvent des Cordeliers, Matalope, Forcat, au sud, là, au sud-ouest, hein, essentiellement là. Et c'est une grande ville avec, c'est une capitale ecclésiastique aussi, non seulement un évêché, mais il y a beaucoup de monastères. Hein. Vous avez les Carmes. Les Carmes, c'est un monastère d'un ordre mendiant. Donc, quand un ordre mendiant s'installe dans une ville, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre des aumônes des Tarbais. Et pour qu'ils puissent vivre des aumônes des Tarbais, il faut bien qu'il y ait un certain niveau de vie dans la ville. Vous voyez? Et puis, alors, en dehors de ça, hein, vous avez à l'origine même les différents canaux qui existent. Hein. Vous voyez? Donc, vous avez le canal oriental, le canal occidental, et puis l'Aille de Rhodes. La prise d'eau est unique, et les eaux divergent ensuite vers les différents canaux, mais la prise d'eau se situe à peu près au niveau du parc des sports de Sousse. Je ne sais pas si vous voyez, à peu près. Hein. Et donc, il y avait un barrage dans la Dour et le départ des canaux vers Tarbes. Le départ des canaux et de l'eau.
Donc dès l'origine. Hein. Donc vous avez Tarbes qui a cette configuration-là et qui va la garder. À côté de Tarbes, ce qui perdure aussi, ce sont les villes nouvelles qu'on a vues. Voilà la ville de Trie représentée schématiquement, évidemment, dans un plan du XVIIIe siècle. Ou ici, dans le cadastre du début du XIXe. Donc, elle a survécu à ces épisodes difficiles, là, hein, vous voyez, et n'a pas été trop bouleversée, comme la plupart des villes nouvelles là, dont on a parlé. Certaines, quand même, ont périclité, hein, parce qu'on a un certain nombre de bastides, par exemple, dont on a la trace, le nom, par exemple, et puis on ne les a jamais retrouvées parce qu'elles ont capoté, elles n'ont pas réussi. C'est-à-dire les habitants qui devaient venir s'y installer ne sont pas venus. Ou bien ils sont partis, ou bien ils sont morts. Donc voilà, vous vous rappelez que dans les bastides, mais c'est pareil pour les autres villes nouvelles, anciennes, là, du Moyen-Âge, c'est-à-dire vous avez des embans, c'est-à-dire des couverts. Alors ici, ils ont été maçonnés, évidemment, à des époques postérieures, mais normalement, ils étaient en bois, hein, avec des piliers en bois. Et la photo est prise depuis la mairie, c'est-à-dire la halle d'origine, au milieu de la place. Ça aussi, c'est typique, tout comme les tours-portes. Alors, ce qui n'a pas changé non plus, c'est les châteaux. Voilà le château Sainte-Marie et Esther, un des rares châteaux de montagne qui a subsisté, enfin montagne. Ils sont dans les vallées quand même. Hein. Et puis, ce qui n'a pas changé non plus, c'est les églises. Parce que pendant la première période du Moyen-Âge, là, un écrivain du temps écrivait que la chrétienté s'était couverte d'un blanc manteau d'église. Donc il y a d'innombrables églises romanes qui datent de cette première période-là, hein, des petites églises romanes, donc il y en a partout, elles ont subsisté. Jusque-là, hein, nous sommes fin 15e. Hein. Tout comme ont subsisté des choses qui ont disparu depuis, comme le château Comtal. Vous savez, celui qui servait de prison et qui était à l'emplacement des Galeries Lafayette actuelles, mais qui débordait sur la place à la mairie. Vous voyez? Bon, dans le temps, à une époque, on avait mis un panneau qui rappelait l'emplacement, puis le temps fait son œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de château, il n'y a plus de panneau. Il n'y a plus de château parce que quand on a construit la nouvelle mairie, à Tarbes, on a démoli. Donc, dans ces acquis durables, donc des choses qui ont subsisté à travers la crise, hein, vous avez donc les paysages, avec cette exception que nous, ici, et fort probablement, les paysages ruraux de la vallée de l'Adour, ici du fond de la vallée de l'Adour, nous les devons aux Romains. Probablement, hein, la cadastration antique est présente à l'origine. Donc, à cette exception près, la plupart des chemins qui vont d'un village à l'autre, par exemple, hein, eh bien, sont du Moyen-Âge. Je ne parle pas trop des routes parce que les routes c'est un peu différent. Hein. Les routes parce qu'à l'époque, vous aviez encore des routes romaines qui étaient utilisées. Et puis plus tard, on va avoir des routes qui vont remplacer les vieux chemins. Hein. C'est à l'époque du XVIIIe siècle, l'intendant d'Étigny, et on parle de route d'Étigny. Voilà.
pour les grandes routes. Hein. Donc les routes, j'en parle pas, hein. Les chemins, oui. Donc après, les campagnes, les champs, etc., c'est plutôt de cette époque-là, du Moyen-Âge. Hein. Donc ce qui a survécu aussi à la crise, ce sont les villes, on l'a vu, les châteaux, les églises. Alors les villes, il faudrait nuancer, je vous ai parlé des villes nouvelles, là, qui ont capoté complètement, il y en a eu. Hein. Les arts ont subsisté, l'art religieux, même les arts qu'on appelle barbares, parce que amenés justement par les populations, les Goths par exemple, hein, c'est pour les bijoux, la technique du cloisonné par exemple, vous voyez, des choses comme ça qui subsistent bien sûr. Hein. Les techniques, la plupart des techniques, des nouveautés agricoles subsistent, bien sûr, l'attelage, le moulin en gros, le travail artisanal. Les croyances, à la fin du XVe siècle, on a encore une église catholique romaine solidement implantée, mais il y a une différence qui s'est faite au Moyen-Âge avec l'église orthodoxe. Donc nous avons une coupure là dans l'église quand même. Et puis vous avez tout ce qu'on appelle l'héritage grec et romain, transmis donc soit par les Arabes, soit par les Byzantins, l'Empire romain d'Orient, hein, en quelque sorte, l'Empire byzantin. Hein. Donc mathématiques, astronomie, géographie, médecine. Hein. Et alors, après, on passe donc à la période suivante. Tarbes, ville prospère, et qui amène la prospérité aussi en Bigorre, avec une plante que vous ne reconnaissez pas, je suppose, c'est le pastel. Et le pastel, ça n'a pas l'air de vous dire grand-chose non plus. Alors, le pastel, c'est une plante pictoriale pour teindre les tissus, ce beau bleu, un bleu très lumineux qu'on voit au Moyen-Âge, là, dans les vitraux, dans les vêtements des gens qui sont représentés, les enluminures, etc. Donc le pastel, pourquoi? Parce que le pastel est une plante très recherchée à l'époque. Et surtout dans les pays où on fabrique des tissus, notamment en Angleterre. Il y a une forte demande de pastel. Et alors si on regarde la carte du commerce en Europe à cette époque-là, il y a deux centres très importants, vous voyez, c'est le nord de l'Italie, les grandes villes italiennes, et puis ce qu'on appelle la Hanse, enfin les Pays-Bas, et la Hanse même là-bas, ça va jusqu'au nord. Donc cet axe, c'est l'axe essentiel de l'économie. Mais à côté de ça, ici, le pastel est cultivé dans le Lauragais, c'est-à-dire après Toulouse, en direction de Carcassonne, etc. Il est cultivé là, et on l'exporte directement par Bordeaux, dans la période donc précédente. Et puis, dans la période des crises, il va y avoir tellement de difficultés, dans la vallée de la Garonne notamment, tellement de combats, d'incertitudes, que les caravanes terrestres vont partir, au lieu d'amener le pastel par bateau jusqu'à Bordeaux, ce qui était plus possible, on a pris les caravanes terrestres pour passer par Tarbes et aller au port de Bayonne. Tout ça pour ravitailler surtout l'Angleterre, qui est la grande demandeuse de pastel à cette époque-là. Parce que l'Angleterre est une grande région productrice de tissus, des tissus de qualité. Voyez. Et alors,
La ville de Tarbes va se trouver être une étape importante dans ce commerce du pastel, notamment. Hein. Et à côté du pastel, donc, il va y avoir bien d'autres choses qui vont assurer la prospérité tarbaise. D'abord le marché, bien sûr. Le marché qui est dès cette époque-là très fourni, qui permet d'échanger les marchandises de la montagne et de la plaine, qui permet de se fournir en marchandises qu'on ne peut trouver que là. Par exemple, le poisson de mer salé. Vous voyez, ça paraît étonnant, mais on mangeait déjà des poissons de mer salés. Vous voyez, du sel, on a besoin de sel, alors qu'ils viennent de Bayonne, enfin de la mer, ou qu'ils viennent de Salis, on a besoin de sel, hein, par exemple. Donc, voilà, entre autres, mais il y a bien d'autres produits qu'on ne peut se produire, qu'on ne peut se procurer, pardon, qu'au marché. Cette bascule de l'utilisation de la Garonne. Voilà, on est obligé de se passer de l'utilisation de la Garonne. Ouais. Alors ça coûte plus cher et c'est plus lent, d'abord, le transport terrestre, mais on n'a pas le choix. La sécurité. C'est l'héritage de Phébus, hein, c'est l'héritage de Gaston Pélus, cette stratégie de développement des routes commerciales sur le Piémont? Non. Ou sur la plaine? Non, non, non. Enfin, la stratégie de Phébus, c'était lui de contrôler la route. Ouais. Hein, mais c'est pour ça qu'il a acheté différentes seigneuries là, sur le parcours entre, puisque c'était Béarn qui était allié au comté de Foix. Donc entre le Béarn et le comté de Foix, il fallait traverser la Ligon, et la région du Comminges, si vous voulez, et là il a acheté des seigneuries, il a eu toute une politique, si vous voulez, pour contrôler cette route. Mais, si vous voulez, en suivant, les gens en ont bénéficié de cette route. Là, à l'époque où je vous parle, fin 15e siècle, ils ont bénéficié de la sûreté de cette route, si vous voulez. Il y avait moins de problèmes que sur la Garonne. Donc, ça nous a beaucoup profité. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que depuis une thèse qui a été passée il y a longtemps, hein, peut-être les années 60 ou 70, par Philippe Volt, il a étudié le commerce et les marchands de Toulouse. Et parmi ces marchands de Toulouse, il y avait quelques marchands tarbais. Et dans ces marchands tarbais, on en a quelques-uns qui trafiquent, qui font partie de ce grand trafic, qui achètent du pastel à Toulouse et qui vont l'amener à Bayonne et qui, en échange, prennent du drap anglais qu'ils vont revendre donc sur le trajet et peut-être jusqu'à Toulouse aussi. Donc ils participent à ce trafic. On a plusieurs exemples de marchands tarbais installés plus ou moins à Toulouse, là, trafiquant à Toulouse. À côté de ça, il y a un marché chaque semaine, place Saint-Jean, vous voyez, la petite place Saint-Jean, et un marché par quinzaine, tous les 15 jours, donc au Marcadieu, un grand marché, avec probablement l'apport de l'élevage. Mais on a très peu de détails. Et puis, à cette époque-là, fin 15e siècle, les habitants de Tarbes obtiennent d'avoir une deuxième foire dans l'année. Parce que la foire, dès le Moyen-Âge, c'était quelque chose de très important. Quand on peut l'étudier avec des chiffres, par exemple au 19e siècle, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas une place pour vous garer. Ce n'était pas des véhicules à moteur, mais des véhicules automobiles, c'était pareil. Les accidents de véhicules hippomobiles, par exemple, c'est ça qui est étonnant, c'est un peu comme les accidents de voitures automobiles, hein, il y en a partout. Il y a des gens qui tombent dans les canaux, parce que les canaux existent à l'époque. Hein. Donc il y a des gens
Peut-être qu'ils avaient un coup de trop, puis un coup de trop. À côté de ça, ce qui va prospérer, c'est la fabrication de draps de Tarbes. Alors, des draps en laine, grossiers. D'ailleurs, on s'en sert pour faire les capes de berger, vous savez. Là. Voilà, donc un tissu très grossier, mais pour certains usages qui est apprécié. Et notamment, on a des traces d'achat de draps de Tarbes à Pampelune. Vous voyez, en Espagne, notamment. Donc, ça prospère. Et pour en finir, parce que ça va être l'heure, cette prospérité entraîne aussi des changements dans la société, et cette prospérité va profiter à certaines familles. Et alors, on commence à connaître la fortune de ces familles parce que nous avons là quelques documents. Par exemple, on a livre terrier, un cadastre, si vous voulez, en gascon, qui date des années milieu du XVIe siècle à peu près, dans la fin de la période qui nous concerne là. Et alors, on peut voir quelle est leur fortune. On peut voir, par exemple, que Pierre Fort possède 6 hostos, c'est-à-dire 6 maisons, une grange, un pré, 2 jardins, un champ, 33 journaux de terre, et il est teinturier. Il a une teinturerie. Vous voyez? Même chose pour Pierre Fort. Non, même chose pour Pierre de Palatz, pardon, qui possède 2 maisons, 2 hostos, une teinturerie, et qui a réussi à avoir 180 journaux de terre. Pour l'époque, c'est énorme. Mais pour l'époque, c'est tout à fait énorme. C'est moins que Pierre-Marc, habitant de Bourdieu, 237 journaux de terre, c'est-à-dire 50 hectares, mais lui, il est à la fois sur Tarbes et sur Ibos. Alors on a quelques difficultés à voir ces gens, sauf si on trouve un testament, mais avoir la fortune de ces gens quand ils achètent en dehors de la commune de Tarbes, bien sûr. Et alors on a justement le testament de Jacques de Sales, qui habite au Bourdieu, bien sûr. Ces gens qui sont riches, ils habitent tous au Bourdieu. C'est sûr. Alors, une première fille, lorsqu'elle se marie, il lui donne ses possessions rurales, ses terres, plus 18 écus d'or. Une deuxième fille un peu plus tard, et il lui donne 100 écus d'or. Et comme il y a 2 fils aussi, les fils, eh bien, ils ont certainement beaucoup plus, parce qu'ils se partagent le commerce et plusieurs maisons du Bourdieu. Donc c'est l'exemple de fortune, et ces gens-là, bien sûr, je finis là simplement, donc ces gens-là, bien sûr, vont essayer de devenir nobles. D'abord, la première génération est marchand, mais marchand, c'est pas une profession qui est très bien cotée, très bien vue, on dirait de nos jours. Donc quand ils peuvent devenir, la génération suivante, hommes de loi, ils deviennent hommes de loi, c'est-à-dire trésorier, par exemple, conseiller, enfin, bref, surtout dans les métiers de justice, bien entendu. Hein. Alors, ils ont très rapidement le monopole sur les magistratures municipales, donc ils ont le monopole, c'est-à-dire que quand c'est pas l'un qui dirige, c'est quelqu'un de la famille. C'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, toutes ces familles, il y en a une douzaine ou une quinzaine. Et ils se marient entre eux, ils restent entre eux. Et puis surtout, alors il y a 2 moyens de devenir noble, et je finis là-dessus. Hein. Premier moyen, c'est le mariage. La plupart du temps, c'est une fille qu'on marie
à un héritier de famille noble. Ou la deuxième chose, comme on a beaucoup d'argent, on achète une terre noble et cet achat confère à ce moment-là la noblesse. D'accord. Voilà, pour aujourd'hui. Alors, au 17, je crois. Oui, dans quelques jours. Vous savez que vous avez, ici, vous avez le calendrier des horaires irréguliers là-dessus. Donc, vous pouvez voir les dates. D'accord. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.